Au triathlon, on dit souvent qu'une épreuve se perd à la natation et se gagne à la course à pied. Après avoir écouté cet épisode, vous n'aurez donc plus aucune excuse pour ne pas gagner la prochaine compétition à laquelle vous allez participer, puisque le PPTC va vous donner quelques conseils d'entraînement, des conseils de choix de matériel et d'autres conseils encore pour bien appréhender la dernière épreuve du triathlon. T'as peur d'avoir mal. C'est une trompette. Bienvenue sur le podcast Pinta Triathlon Club, le premier podcast français dédié au triathlon. Dans chaque épisode du PPTC, vous retrouverez des interviews, des conseils et des actualités sur l'univers du triathlon. Bonne écoute! Moi, 24 dans les... Mais putain, même quand j'avais Pellegrini, elle faisait ça, j'aurais craché dessus. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du PPTC, le premier podcast français dédié au triathlon. Premier épisode post-confinement, je suis accompagné de mes amis d'aventure, Mélène, Joji et Thibaut. On y est, ça y est. Bonjour. Bonjour à tous. Libre. Ça fait bizarre hein, de se voir en vrai. Ouais, ça y est. Vous avez changé un peu, c'est ouf. On a fait pas mal de sport pendant ce confinement, on a passé pas mal de temps ensemble. Vous êtes séchés qu'on s'est donné. C'était beau. Pas mal de sessions vélo pendant ces 2 mois. Et pour sortir justement un petit peu de tous ces sujets autour du vélo qu'on a pu faire chez nous sur nos home trainers respectifs, on a décidé de consacrer cet épisode à la course à pied. On peut à nouveau lâcher les chevaux, ressortir à l'extérieur pour gambader. À plus de 100 km, on peut y aller quoi. Exactement, et on s'est quand même dit qu'il y avait peut-être que quelques conseils à partager avec vous, nos auditeurs, pour reprendre tranquillement, gérer un petit peu son effort, quelques bonnes pratiques, quelques conseils sur des courses éventuellement, sur des distances sur lesquelles s'inscrire, une partie nutrition, une partie équipement. Alors on va faire un petit peu le tour de cette partie course à pied dont on n'a pas encore trop parlé. Première question, messieurs, finalement quand on se lance un petit peu sur le triathlon, sur la partie course à pied, quelle distance choisir et comment est-ce qu'on vient filtrer finalement cette partie ? C'est par rapport à son emploi du temps, comment est-ce qu'on peut décomposer un petit peu son entraînement et son choix de la distance pour le running ? C'est un petit peu comme pour le triathlon. La première chose à regarder, c'est peut-être le temps disponible pour pouvoir s'entraîner. Parce que c'est vrai qu'en fonction de la distance, on va avoir plus ou moins de sessions d'entraînement. Alors là, je parle pas de chrono, parce que voilà, si on veut faire un 10 km en 30 minutes, il va falloir faire beaucoup de séances. Mais globalement, si on veut juste finir son premier 10 km ou finir son premier marathon, on va courir peut-être 1 ou 2 fois par semaine pour un 10 et puis plutôt 4-5 fois pour un marathon. Donc effectivement, il faut regarder déjà un petit peu le temps qu'on a devant soi. Et un peu la base aussi qu'on a évidemment d'un point de vue sportif. Et c'est vrai que là, comme on le disait, on sort du confinement, on n'a pas forcément eu beaucoup d'activités, on n'a pas forcément fait travailler les bons groupes musculaires pour la pratique du running. Donc le premier conseil, évidemment, c'est de reprendre progressivement, pas forcément tout de suite s'envoyer un 30 km dimanche, clair. Même s'il fait beau, à un rythme soutenu, il faut reprendre tranquillement. Quand on entend un petit peu ce qui se raconte dans les grandes idées qui sont partagées, c'est si on s'arrête un mois, il faut 2 mois pour retrouver son niveau d'avant. Donc là, concrètement, on s'est arrêté quasiment 2 mois, ou quasiment, sauf si on a fait des petites sorties dans l'heure autorisée. Donc faut y aller vraiment progressivement, et c'est un petit peu la même chose si on veut passer d'un 10 km scratch ou dans un triathlon à un semi-marathon. Pareil, on fait pas ça du jour au lendemain, parce que ça peut créer quelques petites problématiques, des blessures, etc. C'est clair, d'autant plus que c'est quand même un sport assez traumatique. La course à pied, on en a déjà un peu parlé, donc faut faire super attention à pas reprendre trop fort, trop vite, parce qu'on peut vite se faire mal, ça serait un peu dommage. Donc y aller progressivement à un rythme cool. Un peu ce qui m'est arrivé. Les 3 premières semaines, j'ai pas du tout couru, et 3 semaines ont suffi pour reprendre un peu fort. Parce que ça te démangeait. Ça démangeait un peu, et quelques douleurs au mollet, tout ça. Donc je pense qu'il faut reprendre progressivement.
Geoffroy, même, je me rappelle, on en discutait quand on a repris un peu la course après 3 semaines à peine. Ouais. Les douleurs aux jambes étaient sévères sur le home trainer. Des fois, c'était dur de pousser le lendemain. Donc, et c'est assez dingue, c'est rageant parce qu'on faisait quand même des sorties minimum 10, c'est sûr. Et puis le week-end, on allait jusqu'à 20, on a même dépassé des fois 20. Donc tu dis, t'es une bonne condition, 2-3 fois par semaine, t'es une bonne condition, t'arrêtes 3 semaines, boum, t'as des courbatures comme si t'avais jamais couru 10 km. Quoi. Tu fais plus vite que ce que tu gagnes. Ah ouais, ça c'est sûr. Après, il y a l'effet confinement où en fait tu marches quasiment pas, quoi. Du coup, donc les groupes musculaires travaillent pas. Puis tu te dis sur l'home trainer, ça va, je travaille et tout ça, comme tu disais, Mélène, mais en fait, c'est pas les mêmes groupes, donc. Tu bosses le cardio, mais effectivement, musculairement, c'est un petit peu différent. Ouais, les missions différentes, donc c'est vrai que c'était assez surprenant de reprendre comme ça et de dire ah mais je marche, j'ai les jambes en bois, c'est pas possible quoi. Donc choisir ses courses, faut y aller progressivement dans tous les cas en reprise d'entraînement. Et après, c'est vrai que moi je voudrais juste revenir sur un des points, parce qu'on se pose souvent la question, par exemple, si on prépare un Ironman, est-ce que c'est important de faire un marathon avant? Dans ce cas de figure-là, c'est quand même important de pas faire le marathon, après avoir tenu plusieurs échos. Moi j'étais dans ce cas de figure, j'avais hésité à faire justement le marathon cette année en préparation de l'Ironman de Nice, qui a été annulé entre-temps, mais bref, vaut mieux éviter de faire un marathon avant un Ironman. Par contre, préparer par exemple un 10 km avant son premier triathlon, ça peut être une bonne idée, je pense. Tu dis qu'il faut éviter parce que c'est traumatique et il faut laisser du temps pour le corps de récupérer plus que sur le côté plan d'entraînement. Ouais, exactement. C'est la récupération. Ouais, c'est la récupération. Ce qui paraît, vaut mieux pas dépasser déjà un marathon par an, parce que sinon c'est trop traumatique. Donc dans le même cadre, si on fait en effet marathon plus Ironman, vaut mieux éviter. Par contre, s'inscrire à un 10 km ou même à un semi quand on prépare un premier M ou un premier half, ça peut être une bonne idée, même si l'effort est un peu différent après le vélo, bien sûr. Ouais, c'est pas mal de vivre un peu l'ambiance d'une course et de savoir comment ça se passe, prendre un dossard, de partir avec tout le monde, de faire sa course, c'est toujours de l'expérience en plus, effectivement. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, s'inscrire sur une course type un semi-marathon ou un 10 km, c'est assez simple, quoi. Tu vas chercher ton dossard, t'arrives 10 minutes avant le départ, t'es parti. Ouais. C'est pas l'organisation d'un triathlon, et malgré tout, tu te mets quand même en configuration un peu course, et ça t'apprend pas mal de choses, c'est clair. Que ce soit de déposer ton sac à la consigne, mettre tes stickers sur tes sacs à dos, c'est des trucs un peu bêtes, mais puis t'as la foule, gérer la pression du départ, t'as les encouragements, faire gaffe. C'est vrai que sur les courses, il y a souvent beaucoup de monde. Là, on voit à Paris, sur le semi ou le marathon, il y a 50 ou 60 000 participants. Voilà, faire un peu attention aux autres, prendre les ravitaillements aussi, c'est des choses qu'on n'est pas habitué à faire quand on court tout seul, donc non, c'est cool. Par contre, ce qu'il faut dire aussi, c'est si on fait un 10K ou un semi sec, on peut, si on cherche pas un temps, on peut s'entraîner tranquillement. Un marathon, même si on cherche pas un temps, faut quand même suivre un bon plan d'entraînement, faire pas mal de volume, parce que des gens qu'on voit au bout de 10 km en train de tirer la langue, c'est un effort en marathon, donc faut pas y aller à poil, quoi. Ouais, et puis c'est une souffrance derrière, parce que si on commence effectivement dès le 10e à être dans le dur, déjà si t'arrives au bout en marchant, c'est que ça a été vraiment une épreuve, et le risque c'est de te dégoûter, d'arrêter au 20e et puis finalement de vivre vraiment une mauvaise expérience. Donc autant sur un 10 km ça peut passer même si on n'a pas trop d'entraînement. Déjà sur un semi ça devient un peu compliqué, mais sur un marathon c'est... Et dans les grandes lignes on en parlait un petit peu tout à l'heure, Mélène, mais on parlera des différents types d'entraînement, mais en termes de volume d'entraînement, tu disais qu'en gros si on prépare un marathon, fallait prévoir autant de kilomètres dans la semaine ou quelque chose comme ça, tu peux... on en parlait hier d'ailleurs. Effectivement, souvent on se dit que pour courir un 10 km, il faut au moins faire 10 dans la semaine, et pour un marathon, il faut au moins courir un marathon par semaine. Donc pas dès le début, mais... Pas dès le début et sur plusieurs séances, mais ouais, la règle c'est un peu ça, c'est si on fait un marathon, faut courir au minimum 40 bornes sur 3-4 sorties, avec une sortie longue idéalement pour s'habituer à faire des longs efforts. Sachant qu'après, ça dépend si on travaille sur un 10K, un semi, un marathon à sec, ou dans le cadre d'un triathlon. C'est pas les mêmes efforts. C'est pas les mêmes efforts, quoi. Les allures vont pas être les mêmes aussi. Moi, je me souviens justement d'une petite anecdote par rapport à ça. Quand on a fait le premier semi,
semi-Ironman, pardon, je me posais la question à quelle vitesse courir ou quel objectif un peu se fixer sur le semi. Et je lisais des conseils où les gens disaient ton allure semi sur le triathlon, ce sera ton allure marathon. Ça tombait bien, j'avais pas encore fait le marathon, donc j'avais pas vraiment d'idée. Pas de repère. Mais le fait d'avoir fait le vélo avant et d'avoir un peu les jambes lourdes, effectivement, on va courir moins vite que ce qu'on a l'habitude. Et si c'est la première fois que vous courez un semi ou la première fois que vous faites un triathlon, il faut prendre ça en compte. Il y a la fatigue dans les jambes et du coup, il faut aussi adapter ses allures, pas partir trop vite parce que c'est un coup à justement vivre mal le reste de la course. Et adapter son entraînement aussi, justement. Exactement. Pour tout ça. Très bonne transition, Joji. Effectivement, une fois qu'on a choisi, qu'est-ce qu'il est bon. Une fois qu'on a choisi le type de course auquel on veut participer, en fonction du temps qu'on a à consacrer à un entraînement chaque semaine, notamment sur la partie running, faut réussir à décomposer un petit peu son entraînement. L'idée, c'est aussi de vous partager un petit peu quelques conseils sur les différents types d'entraînement qui peut éventuellement nous dans les grandes lignes, les grands concepts d'entraînement fractionnés, sorties longues, etc., qui peut nous décrire un petit peu tout ça. Ouais, effectivement, il y a différents types d'entraînement qui vont répondre à différents objectifs. On va les décomposer en 3. Le premier, ça va être l'endurance fondamentale. En fait, l'objectif, c'est vraiment d'habituer le corps à courir. Donc, on va courir à des vitesses qui sont assez faibles. Sans rentrer trop dans la technique, souvent on dit de courir en aisance respiratoire. Donc si on va courir avec des potes par exemple, c'est de discuter, voilà, exactement, de pas être essoufflé, de vraiment courir lentement. On dit souvent 75% de sa fréquence cardiaque max, donc là il faut déjà calculer tout ça, donc c'est des repères. Et on dit souvent qu'il faut courir environ 70% de son entraînement en endurance fondamentale. Donc c'est vraiment un entraînement, il faut être habitué à courir lentement et en fait ça va nous permettre de muscler le cœur, donc d'habituer ce muscle important, et puis habituer les jambes à courir. Du coup ça c'est souvent sur les sorties longues ou c'est encore d'autres types de sorties ? Alors ça peut être sur la sortie longue, pas forcément que sur les sorties longues, ouais. Mais même en fait quand on va préparer d'autres types d'entraînement où on va avoir de la vitesse, l'échauffement il se fait en endurance fondamentale et le retour au calme qui est aussi important. On fait tout le temps en endurance fondamentale. C'est vrai qu'on n'y pense pas trop à ça et c'est difficile à arriver à faire des séances comme ça. T'as toujours tendance à aller plus vite. Plus vite de tes capacités. Hein. Chaque personne a ses capacités respectives, mais c'est vrai que c'est dur de faire beaucoup de séances en endurance fondamentale. Et c'est bénéfique, hein, mais c'est vrai que souvent tu te dis pour progresser il faut que tu sois dans le dur tout le temps. Ouais, c'est ça. Je me fasse toujours un peu mal, tu vois. Exactement. Et c'est pas forcément ça. Toujours. Et tu parlais aussi de la partie récupération à la fin d'une sortie. C'est vrai que moi en tout cas en tant que débutant il y a quelques années quand j'ai commencé le running, à la fin de mon running c'était devant chez moi et c'était la fin de ma session quoi. Donc j'arrivais pleine balle devant chez moi, j'arrêtais pendant 10 minutes, je refroidissais, mais c'est vrai que cette période de récup elle est super importante, autant que l'échauffement, et c'est souvent un truc qu'on met de côté. Ouais. Donc, on a tendance à le négliger assez facilement. Et l'intérêt aussi des séances en endurance fondamentale, c'est de pouvoir en faire plusieurs dans la semaine, parce que sur les autres types de séances, on va souvent générer de la fatigue. Laisser des plumes. Ouais, et du coup, si on fait que des séances un peu fortes, du coup, on n'est pas capable d'en enchaîner. Donc l'endurance fondamentale, c'est d'autant plus important quand on prépare des courses relativement longues, à partir sans doute du semi ou même du marathon, parce qu'en fait, l'objectif, en plus de travailler l'endurance fondamentale, c'est aussi de s'habituer au rythme qu'on aura le jour J et d'avoir la bonne foulée et d'être habitué finalement à ce rythme-là pour l'adopter dès le début pendant le jour de la course. Comme un métronome, quoi. Exactement. Et ça, mine de rien, c'est un truc qui est, je trouve super intéressant, c'est parfois, donc je crois que Mélène, juste après, tu vas parler du fractionné, par exemple, mais c'est vrai qu'après des sorties un peu rapides, à défaut que ce soit des sessions de fractionné, moi, souvent, quand je vais courir la fois d'après, j'ai tendance à être quasiment sur une cadence qui est beaucoup plus accélérée que ma cadence naturelle, parce que la fois d'avant, j'ai fait une sortie un petit peu plus rapide. Et c'est vrai qu'on a cette logique... je sais pas, de mémorisation. Exactement, mémorisation de la longueur de la foulée ou d'un rythme, d'une cadence, peu importe. Et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut travailler aussi, quoi, finalement. Et ça permet de se rassurer le jour J, justement, en se disant, non, je suis habitué à cette cadence de course, c'est comme ça que je cours d'habitude, donc je fonce, quoi. On a souvent un peu le même réflexe en sortie de triathlon quand on commence la course à pied, où on a fait le vélo et on a fait beaucoup tourner les jambes et on commence à partir un peu pleine balle. Et en fait, on regarde la montre et on se dit, oula, je pars beaucoup trop vite par rapport à mon allure. Donc, après, le jour des épreuves, il y a aussi un petit peu l'excitation qui joue, c'est encore un petit peu différent de l'entraînement. Quand tu joues un podium, c'est normal. Hein. Ça, c'est pour toi, ça nous arrive tout le temps, ça.
Le classique. Après, sur les types d'entraînement, effectivement, tu t'en as parlé juste avant. Il y a le fameux fractionné. L'objectif du fractionné, ça va être de faire des allures très rapides et des allures très lentes. Donc, on va alterner de manière assez rapide ce type d'allure. Le plus classique dont on entend souvent parler, c'est le 30-30. Hein. C'est 30 secondes rapides, 30 secondes de récupération. Et en fonction de son niveau, on va courir plus ou moins vite et on va avoir plus ou moins de répétitions. Donc on va faire du 2 fois 10 fois 30-30 avec une période de récupération entre les deux séances de 10 fois 30-30. Et puis après, en fonction des types de distances qu'on va faire, si on fait des distances assez courtes, 5-10 km, on va faire plutôt du fractionné court. Et si on fait des séances des distances un peu plus longues, on va faire du fractionné un peu plus long. Donc il y a le 400 qui est un fractionné assez classique, le 800 mètres aussi qui est un peu la distance reine, et puis après on peut augmenter à faire des séances sur du kilomètre ou sur du 2 km. Voilà, dans une sortie longue, ça peut être aussi du fractionné long à coup de 1 km. Enfin, tu t'en souviens, Olivier? Ouais, je m'en souviens. C'est au kilomètre ou en nombre de minutes aussi, c'est pas forcément une ça distance. Ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, comme ça. Mais oui, pour la prépa... pour la prépa marathon, effectivement, je me souviens de quelques sorties qui avaient été recommandées. J'aimais pas trop. Sortie de 3 heures, enfin entraînement en sortie longue, et t'avais des sessions de 20 ou 25 minutes en mode intensif et tout. Non, ça j'aimais pas trop. C'était un peu trop dur. Et du coup, ce qu'on dit, c'est que plus on travaille une distance courte, plus les fractionnés sont courts et intenses. Ouais. Et plus on travaille une distance longue, plus les fractionnés sont moins intenses mais plus longs. Ouais. Et quand on parle d'intensité sur cette période de fractionné, même si on va rentrer un petit peu dans le détail du vocabulaire un petit peu de tout ça, mais est-ce que tu peux donner des grands indicateurs par rapport à notre VMA par exemple, ce genre de choses? Sur du 30-30, on va travailler à 100%, voire plus, 105 ou 110% de VMA. Donc autant dire que t'en chies. Voilà, c'est des séances qui sont vraiment très rapides. Voilà. Je vulgarise. Quand on passe sur du 400, on va plutôt être à 100% de VMA. Et puis quand on passe sur du 800, on va être à 90%. Donc plus on va faire des distances, moins la vitesse sera élevée. Et la récup? Et la récup, pareil, 30 secondes de récup. Et quand on va passer sur du 400, on va être autour des 1,15. En général, on a à peu près le même temps d'effort que le temps de récupération. Donc après, il y a des variantes. Et surtout, c'est très important de bien garder la récupération et de bien garder la vitesse. Souvent, quand on va commencer son fractionné, on va avoir tendance à courir un peu trop vite. Par exemple, on parlait juste après de la VMA, mais je cours à 17 de VMA, mais je vais commencer, puis le premier, je vais le faire à 18. Parce que je suis chaud, parce que je suis bien, mais je vais me griller, et en fait, je vais pas réussir à finir la séance. Oui, c'est la répétition de l'effort qui entraîne la fatigue, qui fait qu'on va être moins enclin à suivre correctement le plan d'entraînement qui a été construit d'une certaine façon pour une raison particulière. Donc il faut vraiment pas négliger cette rigourosité, d'être vraiment à la vitesse, d'être bien sur les temps de récupération également, et de faire l'effort jusqu'au bout. Et la vitesse sur la récup, est-ce que on s'arrête complètement? Question un peu bête, hein, si je... Moi, c'est ce que je fais perso. Il y a plein. Il faut toujours une petite bière pour la récup. Oui, une petite bière, c'est. Il y a beaucoup d'écoles. C'est conseillé. Non, attention, toujours être actif quand même. Récupération active. Ouais. Faut pas aller vite, faut pas courir. Après, est-ce qu'il faut rester sur place et trottiner comme si on était à attendre un feu vert, ou est-ce qu'il faut courir? Ça peut arriver qu'au bout de 8 répétitions. Tu fais un peu en train de marcher au début du temps de récupération pour aller boire un coup parce que c'est dur, quoi. Ça peut être dur. Les fractionnés, c'est souvent effectivement des séances, tu sors, ça dure pas très longtemps et à la fin t'es un peu crevé, mais justement malgré tout, le côté intéressant de la chose, c'est que c'est très varié comme entraînement. C'est-à-dire que les sorties longues, tu peux partir comme son nom l'indique, pendant très longtemps. Le fractionné, c'est souvent des sorties un petit peu plus courtes en durée, en difficulté un petit peu plus intense, mais ça passe très vite parce que t'as des changements de rythme, et ça c'est vrai que c'est plutôt agréable entre guillemets de pas voir le temps passer. Par contre, faut s'échauffer quand même avant une séance fractionnée. Je sais pas si on l'a précisé, mais non, faut pas rentrer dans le dur comme ça. Non, clairement, surtout que c'est des efforts qui sont entre guillemets violents, donc faut faire gaffe à pas se blesser. Faut faire monter le cœur progressivement également, c'est important. Et effectivement, c'est des séances qui ont l'intérêt aussi de travailler sur le mental, parce qu'une séance de fractionné, on va parfois avoir du mal à la finir.
Et quand on arrive, souvent c'est marrant, on commence la séance, on se dit bon, ça va, je suis plutôt bien, j'ai 10 répétitions à faire, à la 5e ça se passe, puis bon, il en reste plus que 4. Et en fait, quand il en reste 3, tu commences à être vraiment dans le dur. Et la dernière, tu l'as fait au mental en disant ouais, c'est plus que ça. Je vais chercher ma gourde et je vais pouvoir boire. J'avoue que l'an dernier, pendant la prépa du marathon, si Mélène n'était pas là sur certaines séances de fractionnés, à me tirer, je pense qu'il y a des répétitions, j'aurais fait sauter, quoi. Mais du coup, ça sert à quoi le fractionné finalement ? Alors il y a plusieurs avantages, donc déjà travailler la psychologie, parce qu'effectivement on se fait du mal sur du fractionné, et puis après l'intérêt c'est également de beaucoup travailler au niveau des muscles, donc on va habituer le cœur à être dans un effort important, donc on va développer musculairement le cœur, on va développer musculairement les jambes aussi parce qu'on fait un effort important. Ça va être un bon travail pour la foulée aussi, parce qu'on va être dans un effort qui est intense, et du coup, comme on court vite, on va pouvoir s'habituer à poser le pied, à rebondir et à entraîner cet effort de rebond et d'énergie un peu gratuite, parce qu'on n'a pas besoin de faire d'efforts pour rebondir, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis après, c'est surtout d'habituer le corps à courir à ces intensités. Donc ça c'est vraiment la partie la plus importante, c'est s'habituer à mieux gérer donc la consommation. C'est très complémentaire avec l'endurance fondamentale, ça va permettre d'augmenter quand même la vitesse aussi moyenne finalement du coureur, hein, si je dis pas de bêtises, par rapport à l'endurance fondamentale qui va plutôt habituer justement sur des efforts un peu plus longs. Voilà, c'est associer les deux, quoi. Je sais pas, vous faisiez combien ? Vous faisiez une séance de fractionné par semaine quand vous étiez sur le marathon ? Ça dépendait, ça a été un petit peu évolutif, mais au début, pour faire vraiment, si on doit décomposer en 2 grandes parties, au début, si je me souviens bien, on avait effectivement une séance de fractionné, je sais pas, d'1 heure ou d'1h30 par semaine, une sortie longue le week-end et une autre sortie un peu plus cool dans la semaine. Et sur la fin, on avait du coup toujours cette séance de fractionné. Mais plus du fractionné long sur Mais du fractionné long aussi. Donc mixer un peu les deux, effectivement, c'était les sorties qui étaient vraiment dures, où on sortait une 30aine de kilomètres en ajoutant des sessions de 20, 25, 30 minutes. Le mix des deux, quoi. Ouais. Parce qu'au final, ça servait à rien de faire des séances de fractionné très intenses, pour un marathon, quoi. Sauf si tu vas chercher un temps sur un 10 km. Là tu vas te faire des séances de fractionné où tu vas t'éclater. Sur la prépa de l'Ironman, donc l'Ironman qui a été un petit peu décalé suite au contexte, mais dans le plan d'entraînement c'était un petit peu décomposé de la même façon sur la prépa course à pied. Il y avait un peu de fractionné, en début de prépa, d'ailleurs qu'on n'a pas fait. On n'a pas très rigoureuse. Mais bon, on se disait que c'était pas. C'était un petit peu ce que vous disiez dans les épisodes précédents, c'était que c'était la course à pied, c'était pas ce que vous bossiez le plus pour l'instant, puisque très traumatique, et vous le gardiez un petit peu pour la fin. C'est ça, on le gardait un peu plus pour la fin, le volume devait monter, et pas sur du fractionné nécessairement, enfin, c'est pas ce qu'on allait chercher. Ouais, c'est ça, et puis je pense que tu bosses beaucoup plus fractionné quand tu vas chercher un temps, bien sûr, aussi, que ce soit sur un 10 km, sur un marathon, exactement. Alors que là, nous, on va juste, on va chercher un temps, mais un podium. Un temps avant les 16 heures. Ouais, c'est ça, juste pour le finir, donc à la limite, pour ça, tu travailles pas trop le fractionné. Ouais. Et du coup, comment est-ce qu'on peut... donc là, on a vu avec toi, Mélène, les différents types d'entraînement, finalement. Donc, les sorties plutôt longues, les fractionnés, etc. Est-ce qu'on a une technique pour bien calibrer ces entraînements, finalement ? Comment est-ce qu'on peut... Ouais, justement, ça, c'est un élément important. Pour bien calibrer, en fait, ces entraînements, et arriver à progresser, il faut calculer sa VMA, donc sa vitesse maximale aérobie. Et donc en fait, la VMA, c'est l'allure où notre consommation d'oxygène est maximale et où on atteint sa VO2 max. Donc la VO2 max, ça se calcule généralement en laboratoire, c'est de manière très précise, mais la VMA, c'est une manière un peu moins précise, mais plus facile à calculer. Et donc on va, à la fin d'un test de VMA, on va calculer sa vitesse en km/h. Maximale, où on va avoir une consommation d'oxygène qui est maximale. Sachant, avant de rentrer vraiment dans le côté technique de la chose ou comment le calculer, il faut vraiment rappeler que c'est un truc essentiel, parce que tu suives n'importe quel programme d'entraînement, tu auras un pourcentage lié à ta VMA sur chacun de tes entraînements. Exactement. C'est un point de repère hyper important. C'est un point de repère, c'est vrai qu'on peut être perdu. C'est comme en vélo par rapport à la FTP. Attention au calcul de la FTP, Thibaut. Attention au calcul de la FTP, bien sûr, il faut faire attention. Mais sur Home Trainer, tu peux être perdu parce que tu sais pas quel entraînement tu vas faire. Ta FTP te permet de calibrer. Pour la course à pied, la VMA va te permettre de calibrer tes entraînements, et c'est hyper important. Elle est
souvent associé justement à la fréquence cardiaque max. On parle souvent des deux, soit pourcentage de VMA, soit pourcentage de FCM. Et ce qui est intéressant, c'est que pour calculer justement sa fréquence cardiaque max, on peut le faire dans le cadre du test de VMA. Donc ça permet de calculer les deux au même moment. Et évidemment, elle peut évoluer dans le temps, la VMA, donc c'est un truc qui c'est pas figé, quoi. Donc heureusement même que l'entraînement finalement, tu vois l'impact sur ta VMA si tu fais un test entre le premier jour de ton entraînement et un an après où t'as fait que ça. Il y a une évolution. Exactement, et il faut généralement la calculer au début d'un plan d'entraînement pour calibrer ses entraînements, et ensuite la recalculer régulièrement. Alors, je sais pas vraiment à quelle fréquence. Après, je pense que si on est en plan d'entraînement de 4 mois, peut-être au milieu du plan, il faudrait la recalculer pour recalibrer, puisque effectivement, ça évolue, et c'est bien parce qu'en fait, c'est aussi un indicateur pour voir ta progression. Donc ça peut être aussi motivant. Et en termes de valeur purement, c'est quoi la VMA ? C'est entre, je sais pas, 10 et 20 ? C'est entre 1000 et 2000 ? C'est quoi en valeur ? Celle de Mélène, elle a 20 km/h par exemple, pour donner un ordre d'idée. Kipchoge, il a 22, donc... Facile. Classique, quoi. Oui, mais il est même à plus, sûrement. Non, mais c'est une valeur en fait, tu sors avec une valeur en km/h à la fin du test. Et donc, par exemple... si ta VMA elle est de 15 km/h et que tu as des entraînements de fractionnés qui vont te dire là tu cours à 100% de ta VMA, tu vas courir pendant 2 minutes à 15 km/h et ensuite récupérer. On vous mettra un petit tableau de récapitulatif justement entre VMA pour faire facilement les transformations en kilomètres par minute aussi, parce que c'est toujours un peu galère vu que les montres disent souvent les kilomètres par minute. Au moins c'est assez simple, on vous mettra un petit truc sur le site pptc.fr. Et vous, du coup, vous aviez fait le test de VMA tous les 3 messieurs, je crois, sur piste, non ? Vous avez pas fait ça avec un coach ? On l'a fait sur piste, sans coach à cette époque-là, entre nous. Et d'ailleurs, c'est bien que tu le rappelles, parce que ce qui est pas mal aussi quand on fait son test de VMA, c'est en effet de le faire sur circuit fermé. Donc sur piste, c'est vraiment bien. Et on peut aussi en profiter pour se filmer quand on court et de bien voir la foulée aussi. Donc on peut lier les deux et c'est assez cool. Ouais, parce que sinon ça peut se faire aussi sur tapis, pour ceux qui ont la chance d'avoir un tapis. Mais c'est vrai que si vous devez vous arrêter pour traverser... ça foire un peu le test, c'est pas optimum, quoi. Le but du test, c'est trouver un endroit plat, donc il n'y a pas de dénivelé positif, et on va pas avoir besoin de s'arrêter pour un feu rouge, pour traverser, etc. Et du coup, comment ça se calcule Et comment ça se calcule ? Il y a plusieurs... Franchement, il y a plein de tests, et il y a des tests qui sont plus simples que d'autres. Le test le plus précis, c'est celui que Mélène aime bien, c'est le test de... on a eu des débats houleux de Van Gaal. Moi, je l'ai jamais fait pour le coup. Vous énervez pas. Non, moi personnellement, je l'ai jamais fait, mais je l'ai vu le faire quand on allait courir à la piste. Il y a des groupes de runners qui le faisaient, mais ça demande un peu plus de matériel en fait. Il faut une piste d'athlétisme de 400 mètres, ou 400 mètres pourquoi pas, et il faut mettre des plots à intervalles réguliers, donc par exemple tous les 20 mètres sur une piste de 400 mètres. Idéalement avoir quelqu'un qui va cadencer le test, ou une enceinte qui vient faire les bips, quoi. Ça peut se faire tout seul, mais effectivement c'est un peu compliqué. C'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui va en fait à intervalles réguliers donner un coup de sifflet où il va falloir accélérer et passer des paliers en fait, et donc en fait le but c'est d'aller au plus grand nombre de paliers, et ensuite tu t'arrêtes. Donc si tu n'atteins pas le plot suivant au moment du sifflet, tu arrêtes le test. Parce que les bips ou les coups de sifflet sont de plus en plus rapprochés, alors que tu dois parcourir la même distance. Donc c'est ce qui te permet finalement de monter dans le tableau dont parlait Joji tout à l'heure, entre guillemets, pour faire un parallèle, quoi. On commence à 8 km/h en fait, et la cadence s'accélère pour monter petit à petit. Et en fait, quand on n'arrive pas à atteindre le plot au bon moment du sifflet, dans ces cas-là, on arrête, et du coup, notre VMA, c'est le palier d'avant, donc on sait qu'on est... c'est pas le plus simple après à mettre en place quand on est tout seul. Il faut du matériel, faut un peu de matos, un peu d'organisation. Il y en a un autre qui est bien aussi. Après, il y a le test du demi-Cooper, enfin de Cooper ou du demi-Cooper. Demi-Cooper, c'est 6 minutes. En gros, c'est simple, c'est juste, le but c'est d'aller pendant les 6 minutes le plus vite possible pour tenir ces 6 minutes. C'est-à-dire, c'est pas une allure sprint, mais à une allure maximale qu'on peut tenir sur ces 6 minutes. Donc c'est un peu difficile quand on n'a pas vraiment
on se connaît pas vraiment. Il faut un petit peu d'historique et avoir fait quelques sorties déjà pour réussir à savoir ce que c'est potentiellement ton max. Tout à fait, c'est ça un peu la difficulté. Après, on peut le faire une fois, prendre quelques jours de repos, le refaire une deuxième fois, donc on a déjà jaugé l'effort et on le refait une deuxième fois de manière plus sincère entre guillemets, parce qu'on sait un peu l'allure qu'on peut tenir sur ces 6 minutes, on a un meilleur ressenti. Bien sûr il faut s'échauffer avant parce que à la fin de ces 6 minutes à la fin de ces 6 minutes t'es un peu sur les rotules. Et sinon après il y a aussi ça peut être pas mal de coupler avec d'autres tests. Donc il y a le test VMA des 3 et des 9 minutes aussi. Ça j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, qui est aussi simple en fait, c'est tu t'échauffes, tu fais 3 minutes à bloc, un peu comme le test de Mi Cooper, et ensuite il y a 30 minutes de récup, donc où il y a des blocs de 5 minutes de marche, 10 minutes running souple, 5 minutes de marche, 5 minutes running souple, 5 minutes de marche. Donc là c'est ces 30 minutes de récup, et là 9 minutes à bloc. Enfin voilà. Et il est aussi simple aussi, c'est le même principe que le test de Demi Cooper. Ça peut être pas mal éventuellement de faire ces deux types de tests pour ensuite voir un peu en kilomètre heure la VMA qui moyenne, on va dire, entre ces deux tests éventuellement, si on cherche quelque chose de précis. Mais voilà, ces tests simples sont très bien pour déjà commencer, quoi. Et du coup, juste sur le Demi Cooper, une fois qu'on a fait les 6 minutes, on regarde la distance qu'on a parcourue, donc c'est pour ça que c'est pas mal de le faire sur une piste d'athlée. En fait, le repère, il est assez simple, c'est si on arrive en 6 minutes à faire 2 km, donc 2000 mètres, on a une VMA à 20, si on arrive à faire 1700 mètres, 17 km/h, et ainsi de suite. Donc il est assez facile à calculer derrière. Et derrière à calculer, ouais. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et dernier point, donc que je rappelle, pensez à la recalculer régulièrement, puisque si vous la calculez au début d'un plan d'entraînement, vous progressez beaucoup. Si vous le recalculez pas, vu que c'est pour calibrer vos entraînements, vous n'allez pas sortir le meilleur, quoi. Vous allez être à la progression. Au bout d'un moment, faut réajuster, quoi. Et à l'inverse, ta VMA d'il y a 1 an, si t'as fait aucune sortie. Ouais. Peut-être la revoir à la baisse aussi. La revoir à la baisse, ouais. Elle fluctue à la baisse et à la hausse. Hein. Ouais, c'est dans les deux sens, malheureusement. Dans les deux sens. Et du coup, si on a une ceinture cardio, par exemple, ou avec la montre, on peut regarder sa fréquence cardiaque max pendant le test de Mi Cooper ou le test VMA, et ça nous permet de voir aussi quelle est notre FC max, enfin FC max du coup, ouais. Parce que c'est vrai qu'il y a le calcul classique qui est 220 moins l'âge, mais qui est pas forcément très précis, et des fois on peut se tromper un peu, donc là ça permet de voir effectivement si on a... Mais ça peut être pas mal aussi, effectivement, si on a une ceinture cardio, on en parlera peut-être dans le matériel tout à l'heure, mais parce qu'après aussi on peut aussi courir en fonction de son rythme cardiaque. Enfin, je sais qu'il y a pas mal de triathlètes qui font ça, où ils vont regarder leur fréquence cardiaque. Donc ça témoigne aussi pas mal de l'état de forme, en fait. Que ce soit sur le vélo ou en running, finalement. Ou en running, ouais. Si on a des repères. C'est souvent un indicateur qui est assez fiable, entre guillemets, parce que ouais. On se connaît, on voit un petit peu son suivi cardio, et c'est vrai que si on est à 190 sur le vélo, faut peut-être se dire, faut lever un petit peu, faut lever un peu le pied, quoi. Mais ouais, c'est un bon indicateur de savoir son rythme cardiaque maximal, ouais. Et un dernier point peut-être un peu plus technique, biologique pour finir sur la VMA avant de passer sur le matériel, c'est sur la façon dont on va générer et consommer de l'énergie en course à pied, enfin même d'une manière générale quand on fait un effort. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 filières qui permettent de créer de l'énergie. La première, ça va être la filière anaérobie. Et la deuxième, ça va être la filière aérobie. Donc les deux, la différence principale, c'est la consommation ou non d'oxygène pour générer de l'énergie. En fait, dans la filière anaérobie, on va avoir la filière alactique, qui elle va être l'énergie en fait la plus importante. C'est celle qu'on va développer sur un 100 mètres par exemple, donc qui va être très importante. Sur un sprint, quoi. Sur un effort très intense. Exactement, mais qui va consommer directement beaucoup d'énergie, donc on peut pas la tenir très longtemps. Et la deuxième, ça va être la filière anaérobie lactique. Cette fois-ci, ça va être de l'énergie un peu moins importante que la première, mais qu'on va pouvoir tenir plus longtemps. En fait, le corps va transformer les glucides en glycogène pour créer de l'énergie. Donc là, on n'utilise pas d'oxygène, et la problématique, c'est qu'on va créer des lactiques.
Les lactiques, c'est l'effet qu'on a de brûlure un petit peu dans les jambes quand on commence à avoir de la fatigue. Et donc c'est les acides lactiques qui produisent les lactates ou les... Exactement. Et en fait, à force d'en générer, on va commencer à générer de la fatigue. Donc en fait, ça va être les deux premiers circuits. Et le deuxième, ça va être l'aérobie, où cette fois-ci, on va utiliser l'oxygène. Donc là, on va consommer des glucides et des lipides pour générer de l'énergie. Et ça, c'est ce qu'on va consommer en endurance fondamentale. Donc on va être capable de le tenir longtemps. Et en fait, ces différents cycles vont coexister. Et la problématique de la course à pied, ça va être de les faire coexister de manière la plus simple possible. En fait, quand on crée des lactiques, on va pouvoir gérer ces déchets quand on va être à une allure faible. Et par contre, quand on va commencer à accélérer cette allure et du coup à consommer de plus en plus d'oxygène et à moins être capable de finalement travailler sur la filière aérobie, on va générer de plus en plus de déchets et du coup, on va générer de la fatigue et on va pas pouvoir le tenir très longtemps. Et donc l'intérêt de travailler sa VMA, c'est cette capacité à repousser cette limite, à de plus en plus travailler sur la filière aérobie et donc à utiliser de mieux en mieux l'oxygène et donc à être capable de courir de plus en plus vite. Oui. Et sur les types d'entraînement, il y en a un effectivement dont on n'a pas parlé, c'est ce qui va être au seuil, donc au seuil anaérobie. Le seuil anaérobie, c'est le seuil à partir duquel on n'est plus vraiment capable de trier ou de gérer ces déchets, de recycler exactement. On est sur cette partie-là, et donc on va commencer à générer finalement trop de déchets et du coup plus de fatigue et on va pas pouvoir tenir très longtemps. Parce que comme on disait, la VMA c'est l'allure où on consomme, la consommation d'oxygène est maximale, donc c'est vraiment cette limite. Donc au-dessus, on va consommer uniquement finalement de l'anaérobie et on va générer beaucoup plus de déchets, donc on va pas pouvoir le tenir très longtemps. Et la course au seuil, elle va se situer en dessous de sa VMA généralement. On va être, je sais pas, si on a une VMA à 17, peut-être un seuil d'anaérobie autour de 13-14. Et en fait, c'est le seuil à partir duquel on va commencer à générer des déchets qu'on peut pas traiter et du coup, on va commencer à générer de la fatigue. Et l'objectif de la course au seuil, c'est de faire des séances de 15-20 minutes généralement au seuil, travailler juste en dessous, pour s'habituer, pareil, de la même manière à travailler à cette allure et puis habituer le corps à mieux traiter les différentes filières, à mieux les gérer et donc être capable de recycler ses déchets et de pouvoir courir plus vite. Et donc bravo. Ça, c'est des entraînements qui sont... Moi, je dis bravo parce que j'aurais pas su le faire, quoi. C'était pas simple. J'ai regardé C'est pas sorcier hier. C'est sacré Jamie, quoi. Et, merci. Et donc, voilà, il y a cette partie-là. Et puis après, il y a un entraînement qui est aussi intéressant, qui est la partie fartlek, dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui aussi. J'ai jamais entendu personnellement. C'est un terme suédois, a priori. En fait, l'idée, c'est d'aller travailler sur des allures, mais un peu au gré du terrain. Donc, on se balade en forêt, il y a une petite montée, on va appuyer un peu dans la montée, on va se faire 1 kilomètre un peu plus rapide. C'est une espèce de fractionné, mais qui est beaucoup moins encadré, où on va aller chercher des allures quand on en a l'occasion, parce que le terrain nous le permet. S'il y a une descente, tiens, on va peut-être accélérer un peu pour travailler aussi la foulée en descente. C'est un peu ce qu'on fait dans les sorties vélo, en fait. Ouais, c'est exactement l'idée. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être des séances qui sont aussi moins... c'est moins monotone, ouais. Moins monotone aussi, effectivement. Ouais. Donc ça permet de mettre un peu de fun, de changer un peu le rythme. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'au final, dans tous les types d'entraînement ou dans les suivis dont on parle depuis tout à l'heure, finalement, ce qui est important, c'est de réussir à faire en sorte que le corps s'adapte à des situations un petit peu différentes pour le faire évoluer. C'est-à-dire que le corps a une faculté d'adaptation assez incroyable et si tu lui donnes toujours le même effort, il va être capable de le faire de façon quasi quotidienne, quasiment en tout cas. Mais par contre, il évoluera pas dans la qualité de l'effort. Donc l'idée de venir lui mettre des petites tartes avec du fractionné ou ce que tu disais juste avant, en s'adaptant au parcours et en faisant des variations finalement de l'effort, ça permet de monter en compétence entre guillemets et de permettre au corps de s'adapter plus facilement à de nouvelles situations et de les tenir plus longtemps. C'est un peu ça. Faut se faire mal, quoi. Il n'y a pas de secret, faut se faire mal. Faut faire que ça, faut le faire progressivement, il faut se faire mal. Bien sûr. C'est un peu ce qu'on fait au bar aussi. Il faut être capable de mixer ces différents types de séances justement pour aller faire des séances qui sont intenses et puis générer de la fatigue mais développer les muscles et faire aussi de l'endurance fondamentale pour, on en parlait tout à l'heure, développer aussi les différents, le cœur, les muscles et s'habituer à cette allure. Et puis tant qu'à faire, autant faire des séances qui soient aussi un peu fun parce que si on fait 3 mois de préparation marathon avec tout le temps la même séance 4 fois par semaine, au bout d'un moment on en a marre. Et donc là, profiter du terrain. Le côté mental aussi, c'est quelque chose, on va pas rentrer vraiment dans le détail aujourd'hui, mais c'est un truc qui est super important. Et de plus en plus, il y a des gens qui font des séances de méditation sportive pour préparer des entraînements.
Quand on va participer à une épreuve, on peut être un peu stressé, ça peut avoir un impact sur les performances. Quand on va préparer des sorties longues, que ce soit en vélo ou en running, potentiellement chez les pros aujourd'hui, il y a effectivement ce que je disais, des séances de méditation pour décompresser un peu et pas trop anticiper la surcharge d'entraînement mentalement, parce que ça peut avoir un impact sur le ressenti musculaire, etc. Donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en considération, et un petit peu des nouveaux courants de pensée aussi qui se développent aujourd'hui. Le corps et l'esprit. Le corps et l'esprit, exactement. Ouais, je pense que c'est encore plus vrai pour vous sur l'entraînement Ironman. Tu commences à faire beaucoup de séances, beaucoup de sorties, et le fait de faire toujours la même chose aussi. Toujours la même, t'en peux plus, quoi. Bah ouais, c'est fatigant. Quand on est arrivé à Saint-Raphaël, on était fatigués. Hein. Ouais. Ouais, tu génères de la fatigue, et puis au bout d'un moment t'as plus envie de sortir. Alors en plus vous avez commencé la prépa où il fait pas beau, il fait nuit tôt et tout, donc c'est pas évident. Donc, le fait de changer un peu, c'est pas mal, quoi. Et il y a un truc aussi qui permet de se motiver, en tout cas moi de mon côté, c'est quand je change de chaussures de running. Ça me donne clairement envie de refaire des sorties pour voir si les chaussures courent vite. Faut acheter le matériel le plus cher. C'est comme quand on était en cours de récré. C'est cher, c'est le mieux. Donc les produits en solde on évite. C'est facile. C'est souvent 50% moins bien du coup. Fameux, est-ce que tes chaussures courent vite? Les chaussures qui courent vite, c'est celles que tout le monde cherche. D'ailleurs ça semble exister un petit peu. Celles avec les lames de carbone là. Les chaussures de Kipchoge semblent courir plus vite que les autres. Mais qui ont finalement été acceptés au JO. Après de longues négociations. Mais c'est vrai que ça c'est un truc intéressant. On est loin du dopage mécanique, mais c'est vrai que finalement on se rend compte que sur les dernières participations à des épreuves type marathon, t'as plus de 90% qui courent, qui font les meilleurs scores, entre guillemets les meilleurs temps, qui courent avec la même paire de chaussures, et que c'est leur record de chrono sur les 2 dernières années. C'est quand même un peu incroyable, quoi. Quelle coïncidence. Du coup j'ai pris ces chaussures. Et là je cours toujours pareil. Non, ça a baissé un peu, mais je sais pas si c'est lié vraiment aux chaussures. Mais effectivement il y avait un point dont on voulait discuter aussi un petit peu tous ensemble sur cet épisode, c'était par les matos. Clairement c'est un truc qui est important, la chaussure, parce que c'est ce qui nous relie au sol, et c'est ce qui peut permettre éventuellement d'éviter quelques blessures, même s'il y a d'autres prérequis comme le fait de monter en charge progressivement, etc. La nutrition aussi, dont on parlera juste après. Mais c'est aussi un point important. Il y a différents critères pour choisir ses chaussures, au-delà du style, qui est aussi un truc important, mais qui est pas le seul critère. Il faut avoir de l'allure. Comme on le spécifie dans notre glossaire. Exactement. Faut avoir de l'allure, c'est important. Mais effectivement, choisir correctement sa chaussure, c'est pas forcément si simple. Se faire offrir une paire de chaussures de running, c'est impossible. C'est vraiment un choix qui est très compliqué, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en considération. Typiquement, il y a quelques années, un des grandes thématiques quand on se rendait dans des boutiques de running, c'était de commencer à courir sur un tapis, par exemple, pour qu'un spécialiste de la vente de chaussures te dise quelle foulée tu avais. Est-ce que tu étais supinateur, pronateur, est-ce que tu avais une attaque talon, neutre, universelle, etc. Et en fonction de ça, il te recommandait souvent la paire la plus chère. Et c'est vrai que c'est des choses ça, c'est la meilleure pour toi, ça. Ouais, ça c'est 400 balles. C'est mais c'est souvent au final, aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit un peu moins. Je sais pas si vous constatez la même chose, monsieur, mais c'est vrai que le côté tapis de course dans les salons de vente, j'allais dire n'importe quoi. Ça fait trop longtemps que je m'y suis pas rendu dans les magasins. C'est des choses qu'on voit de moins en moins. Ouais. Parce qu'au final, ce côté supinateur, pronateur, éventuellement, est-ce que quelqu'un peut expliquer un petit peu la différence entre supinateur, pronateur, universel sur les types de foulées? C'est quand on court vers l'intérieur ou vers l'extérieur, en clair, quoi. C'est plutôt l'intérieur du pied ou extérieur du pied. Et pas totalement à plat. Milieu, quoi, ouais. Et pour rebondir sur ce que tu disais aussi, c'est que donc avant il y avait supinateur, pronateur. Et ce qu'ils ont fait de plus en plus aussi, tous les fabricants de chaussures, pour que ça soit encore plus universel pour tout le monde, c'est qu'ils ont quand même rajouté aussi beaucoup de drops. Et le drop, du coup, c'est, pour expliquer un quelques mots, mais c'est la différence entre la partie avant de la chaussure et l'arrière de la chaussure. Donc le drop, c'est le différentiel entre les deux. L'inclinaison de ton pied. Exactement. Et de l'amorti, finalement. Et de l'amorti, effectivement, et on est passé effectivement de ce côté droite-gauche, intérieur-extérieur, entre guillemets, à devant-arrière en fonction de l'attaque du pied, en fonction de sa foulée, puisqu'il y a deux grands types de foulées, on va dire. Donc avec une notion d'attaque talon ou médio-pied, donc plutôt sur l'avant ou milieu du pied versus l'attaque talon, donc les coureurs marcheurs, si je dis pas de bêtises, versus les gens qui arrivent un petit peu plus sur l'avant de la voûte plantaire, sans exagérer la chose pour arriver sur les orteils bien sûr, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est de plus en plus sur ce type de sélection de chaussures, parce que en fait c'est le discours marketing aujourd'hui, mais le côté supinateur versus pronateur, au final personne n'a la même supination ou pronation, donc au final on corrigeait
quelque chose avec quelque chose qui était un petit peu bancal. Et il n'y a rien de mieux finalement d'avoir une chaussure relativement universelle et d'aller se faire une semelle orthopédique. Je sais pas, messieurs, si c'est des choses que vous avez fait chacun de votre côté. Moi, je me suis dit, là, il faut que je renouvelle mes chaussures. Je me suis dit, il faut que j'aille voir un spécialiste de santé pour savoir un peu quel type de chaussures je dois acheter. Je veux vraiment le faire bien. Mais il y a le confinement et je crois que Mélène par contre aussi elle est plus loin sur les semelles. Moi j'envisageais pas encore les semelles, mais Mélène j'ai fait des paires la veille du confinement, donc aller chercher elles sont dans les boîtes, je pourrais y aller aujourd'hui, voilà. Elles ont bien passé le printemps, enfin non, l'hiver au chaud, donc c'est impeccable. Moi perso j'utilise depuis maintenant plus d'1 an et je pense que c'est assez important. Alors on le voit pas de toute façon sur la course à pied, ça va pas vous faire gagner des kilomètres-heure malheureusement, mais je pense que ça évite quand même beaucoup les blessures. Parce que finalement ça permet tout le monde à voilà, soit une jambe plus courte que l'autre, ou soit une posture qui est pas exactement symétrique. C'est normal, l'objectif c'est de corriger ça, et je pense qu'en effet ça peut être l'occasion aussi, donc l'objectif c'est de mettre ces semelles sous la semelle de la chaussure de course à pied pour permettre justement de rééquilibrer un peu le corps, et juste pour revenir sur ce que tu disais justement sur le drop des chaussures, donc l'objectif des fabricants c'était en effet de pouvoir dire à tout le monde que tout le monde pouvait courir et que grâce à leurs chaussures on pouvait justement amortir le choc, et que plus personne n'aurait mal aux genoux, aux hanches ou au dos ou aux chevilles. Quel mensonge. Et finalement malheureusement ça a aussi donné des mauvaises habitudes aux coureurs, parce que c'est impossible d'avoir une foulée on va dire médio-pied comme tu le disais tout à l'heure, avec un drop trop élevé, parce que dans tous les cas forcément le talon va taper d'abord le sol si on a un drop trop élevé, même si on arrive à avoir la bonne foulée. Donc c'est un peu dommage qu'il y ait eu ce développement là, et finalement ça peut aussi donner des mauvaises habitudes, comme on pouvait l'avoir. On perd beaucoup en sensation en fait sur la pose du pied, et c'est un peu dommage parce qu'il faudrait presque aller courir pieds nus pour retrouver un peu des sensations et savoir comment poser le pied avant, enfin juste pour voir comment on court pieds nus et se dire ok c'est ça ma foulée, et du coup il faudrait une chaussure qui s'adapte plutôt à une foulée naturelle. Parce que ça c'est pareil, il y a quand même plusieurs écoles sur les chaussures minimalistes. Oui, donc, voilà, j'allais venir, les espèces de gants de pied finalement, où il y a vraiment ni amorti, ni drop, ni quoi que ce soit. Faut déjà avoir travaillé un petit peu sa foulée en amont. On peut pas y aller. On avait une paire de chaussures avec un gros renforcement au talon. Ouais. On se dit tiens, on m'a dit que c'était mieux les minimalistes, je vais mettre ça. Première sortie, je pense qu'elle fait un peu mal. Je pense que je suis pas spécialiste, mais je pense que tout le courant minimaliste, c'est plutôt réservé à des athlètes ou triathlètes qui ont déjà fait l'expérience de la course, qui ont déjà et qui creusent encore plus, qui ont déjà creusé la foulée, qui ont déjà et qui se disent ok, je vais passer sur des trucs minimalistes, et en plus ils vont y aller progressivement, parce que tu peux te faire du mal aussi, à mon avis. Il y en a qui courent très bien avec des gros drops, qui se baissent jamais aussi, donc il y a pas de règle. Mais le fait de au moins peut-être courir une fois sur tapis pieds nus, mais juste pour voir la foulée, de savoir un peu comment on court sans justement la déformer avec un amorti, ce serait pas mal. De revoir un peu les bases, et puis après d'adapter finalement sa chaussure avec plus ou moins de drop en fonction de ce qui est. Et après dans le choix des chaussures, il y a aussi si on fait des triathlons où on finit sur un trail, ou si on court que sur du béton, potentiellement le côté maintien de la chaussure sera un peu différent, avec des petits picots sous la semelle pour pas glisser sur du trail, ou des choses très lisses avec des semelles un petit peu plus fines sur des courtes distances. Par exemple, on n'a pas forcément besoin non plus du même amorti sur un marathon ou sur un 10 km, donc c'est aussi des choses à prendre en considération. Donc il y a même des techniques de lassage. Alors c'est difficile de les expliquer du coup spécifique sur le triathlon, où on a besoin de changer de chaussure versus une course à pied from scratch. Oui, alors effectivement t'as des lacets élastiques. Alors moi j'avais testé, mais du coup c'est bien parce que c'est lié à ce que je voulais dire. Le hasard. C'est vrai en plus. Il y a des lacets élastiques pour aller plus vite aux transitions.
On nous avait offert à Deauville, il me semble, c'est ça, le triathlon de Deauville, ouais. Et moi j'avais essayé ça pendant un moment. C'est vrai que c'est pas mal pour les transitions parce que tu enfiles ta chaussure, t'as réglé tes lacets directement. C'est un peu difficile à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, c'est ok. Et tu gagnes du temps aux transitions. Par contre, je trouvais que le maintien du pied était pas très bon. Il y a des techniques de lassage, donc Mélène m'avait donné une technique, donc qui est difficile à expliquer malheureusement là. Est-ce qu'on la tente à l'oral, mais en tout cas c'est pour bien maintenir le pied, pour éviter que les orteils tapent au fond de la chaussure. Parce que j'avais les ongles noirs. Ouais, voilà, parce que ça c'est aussi un truc classique du coureur à pied sur des longues distances avec beaucoup d'entraînement, c'est d'avoir au bout d'un moment tous tes ongles tout noirs ou qui finissent par tomber parce que le maintien n'est pas optimum et qu'effectivement tes orteils finissent par taper avec une fréquence importante le bout de ta chaussure et ça c'est pas agréable quoi. Ni très joli. Pour l'été sur la plage. Le deuxième type de matos finalement qui est intéressant sur la course à pied, au-delà de la chaussure de running, ce qui paraît le plus important entre guillemets pour moi, je vous laisse messieurs compléter si c'est pas le cas ou si vous voyez autre chose, mais c'est la prise de cardio finalement. Comment est-ce qu'on arrive à suivre son cardio, parce que quand on fait des sorties un peu longues, c'est un truc un petit peu déterminant. Il y a deux écoles, il y a soit la ceinture cardio, donc on met vraiment au niveau de son thorax, qui est assez précis, mais qui nécessite une installation entre guillemets, c'est-à-dire que dans un triathlon toutes les ceintures cardio sont pas forcément étanches, donc t'es obligé de le mettre à l'issue pendant la transition entre la natation et le vélo par exemple. Ouais. Ou alors la deuxième école, c'est la montre qui permet quand même d'avoir quelque chose d'assez pratique, parce que toujours sur son poignet, disponible sur les 3 épreuves, et malgré tout assez précis. Donc là il y a quand même différents modèles. Moi je suis vraiment le mauvais élève, je regarde jamais le cardio. Alors que tout à l'heure, tu nous as parlé de la fréquence cardiaque. Je sais. Menti, quoi. Non, mais je sais que c'est pas du boulot, ça. C'est important, mais je regarde pas mon cardio parce que quand je cours, justement, je le trouve trop élevé, donc c'est peut-être pas bon, hein, mais. Peut-être que je suis à 220. Il est dans le délit. Non, mais je préfère courir aux sensations, ou en tout cas, je regarde mon allure. Mais c'est vrai que le cardio. Aux sensations, mais le cardio, ça donne pas. Le cardio est pas précis. Non, mais ça, c'est pas fiable. Non, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment accroché de regarder le cardio, je regarde plutôt d'autres indicateurs. Et vous deux, messieurs, vous êtes plutôt ceinture ou montre du coup? On est passé à la ceinture avec Geoffroy il y a pas longtemps. Pour quelle raison? Précision et parce que les montres, en tout cas la mienne. Pour le style, torse nu. Ça fait pro. ça fait, d'un coup, ça fait. Mais moi la montre, elle donnait pas le cardio sur la natte, dans l'eau. Et après, elle apporte plus de précision aussi, la ceinture cardio. Ça, sur le poignet, ça reste quand même assez imprécis avec la sueur, le fait qu'on n'est pas forcément hyper bien serré, la montre est pas bien serrée, au poignet, etc. Et l'avantage en effet de la ceinture cardio, c'est que ça fonctionne sur les 3 sports. Enfin, ça dépend des ceintures cardio, bien sûr. Faut regarder si ça va bien dans l'eau. Mais ça a l'avantage au moins de pas bouger. Et sur les 3 sports, on la garde. On est sous la trifonction et puis on peut enchaîner. Comment vous avez fait votre choix sur la ceinture? Parce qu'autant sur les montres, t'as des gammes de prix, t'as des Apple Watch où t'as un petit peu plus sur le côté lifestyle, etc., plus que sport pur, où là du coup tu seras plus sur des modèles type Garmin, etc. Mais sur la ceinture cardio, comment est-ce que vous avez fait votre choix sur la sélection du modèle? Étanche déjà, moi c'était étanche, je voulais absolument l'avoir dans l'eau aussi pour mesurer le cardio dans l'eau, donc plutôt étanche. Et après j'avoue j'ai pas trop comparé, moi personnellement j'ai pris Garmin parce que j'avais une montre Garmin déjà, compatibilité avec les autres outils. C'était lié à la marque de notre montre en fait qu'on avait déjà, donc c'était pratique. Vous avez même vélo, même ceinture, même épreuves, même slip, pareil. J'ai 300 mètres. Après sur le matériel, je sais pas si on a tout abordé, mais c'est vrai qu'aussi on n'a pas parlé du short. On n'a pas parlé du short, on n'a pas parlé des casquettes. Il faut des casquettes aussi s'il fait chaud. Non, mais aussi je veux dire pour s'hydrater en fonction de ce qu'on prépare. C'est vrai que c'est intéressant de dire que en fait quand tu vas faire une préparation pour un marathon et que tu vas faire des sorties longues, vaut mieux avoir son eau avec soi, donc peut-être un sac à dos, hydratation type camelback, etc., avec des petites poches pour pouvoir mettre les petits gels, la nutrition, parce qu'il va falloir s'alimenter, donc le petit ticket de métro pour pouvoir rentrer si on est parti trop loin, au cas où, de choses. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 écoles avec celle il y a le sac à dos ou la ceinture, c'est un peu les grandes tendances. Je sais pas s'il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ouais, c'est en fonction du confort. Moi j'ai testé différents. La ceinture, c'est vrai qu'elle a tendance un peu à rebondir sur les hanches, ça bouge trop, et ça peut m'énerve. bouger, et c'est pas forcément pratique.
Après, le camelback, ça peut être pareil, il peut bouger un peu dans le dos et pas être forcément bien fixé. Ça peut faire un peu de bruit, ça peut être énervant. Ça fait du bruit et ça peut gêner. Surtout quand il est à mi-réservoir, où là, t'as l'eau qui se balade dedans. Parce que c'est aussi un point important sur la course à pied, c'est aussi l'hydratation et l'alimentation. Donc, effectivement, on peut mettre ces petits gels dans le camelback, mais c'est un point, je pense, sur lequel il faut qu'on s'arrête un petit peu sur la partie alimentation. Yes. Pendant et après l'effort, finalement, qui peut partager un petit peu quelques petits conseils autour de tout ça. Je crois que Jogit est un petit peu l'expert certifié, homologué chacun par son le club. truc, c'est le sport, les autres c'est la bouffe. Moi c'est plutôt la bouffe. C'est notre Cyril Lignac. Non, plus sérieusement, sur l'alimentation, je vais pas revenir dans le détail sur ce qu'il faut manger entre guillemets au quotidien, même si chacun fait son régime alimentaire comme il l'entend. Mais voilà, il y a déjà peut-être certains l'ont déjà vu, mais il y a un petit article sur le blog qui parle un peu des différents aliments. Juste, en effet, on parle toujours de manger équilibré, d'éviter les sucres raffinés, etc. Pourquoi finalement on peut se dire c'est tout simplement que l'objectif finalement de l'alimentation c'est de ce dont tu parlais juste avant aussi Mélène, c'est finalement recharger son stock de glycogène. Alors le glycogène c'est quoi? C'est finalement le carburant des muscles. Les muscles ont besoin d'énergie en effet pour fonctionner et ils utilisent le glycogène pour fonctionner. Alors le glycogène ça vient d'où? Très simplement c'est le glucide. Donc le glucide c'est les sucres finalement, c'est un des macronutriments avec les lipides et les protéines. Et finalement, on dit beaucoup de justement recharger ses réserves de glycogène. Alors, on parle souvent de la fameuse pasta party avant de la veille. Voilà, avant les sucre épreuves lent versus sucre rapide. Sucre lent. Alors justement, sucre lent, sucre rapide, c'est on essaie de plus parler de ça. Maintenant, on parle d'indice glycémique. Soit indice glycémique bas ou élevé, donc ça c'est une échelle qui va de 0 à 100. Ce qu'il faut éviter c'est les aliments à indice glycémique élevé, typiquement c'est le sucre blanc. Alors j'ai pas mes notes sous les yeux mais c'est à peu près 70-80 voilà, d'indice glycémique, donc c'est très élevé. Et le problème de ces sucres là c'est que c'est très mal assimilé par l'organisme parce que ça fait monter le pic d'insuline et ça permet pas justement au foie et aux muscles de faire ces réserves de glycogène. Donc vaut mieux avoir des indices des aliments à glycémie bas, donc ça peut être le miel par exemple, quand on a un indice glycémique modéré on va dire, pas plutôt bas. Et c'est assez marrant parce que par exemple le riz on peut le faire cuire très longtemps et il y a un indice glycémique très élevé et une cuisson basse ou en tout cas on va dire al dente c'est plutôt un indice glycémique moyen ou bas, donc ça dépend aussi comment est-ce qu'on consomme la cuisson des aliments. Même chose pour les fruits. Pour les fruits exactement, t'as raison, c'est qu'en effet si on mange une pomme sous sa forme naturelle, il y a un indice glycémique qui est bas parce qu'il y a les fibres qui permettent l'assimilation moins rapide finalement de ce sucre-là. Mais si on fait un jus de pomme, là c'est un indice glycémique hyper élevé. Donc en effet, là aussi c'est un peu déconseillé avant les courses en tout cas de prendre trop pour faire ces réserves de glycogène, d'abuser de ces indices glycémie on va dire élevés. Donc vaut mieux avoir un indice glycémique. Et t'as aussi un lien avec la partie hydratation, je crois. Ouais, exactement, parce que en effet, pour faire ces réserves de glycogène, faut aussi que ça soit assimilé avec de l'eau, s'hydrater, parce que on dit justement que pour avoir 1 gramme de glycogène stocké, il faut aussi avoir 3 grammes d'eau. Donc c'est pour ça qu'il est hyper important aussi de beaucoup s'hydrater en même temps, pour que justement ces réserves de glycogène et notamment la veille d'une épreuve. Exactement. Oui, c'est pas que pendant l'épreuve où il faut boire, quitte à avoir le ventre trop rempli et que ça devienne gênant, c'est vraiment même en préparation. Voilà, exactement. Et même au jour le jour, elles sont au quotidien, c'est les règles. Faut boire de l'eau, les glycogène assez élevées, c'est sûr. Et ce qui est assez marrant aussi, c'est que finalement, vous avez sans doute déjà entendu parler du mur en marathon. Enfin, moi, j'ai pas fait de marathon, le mais 30e kilomètre. Sans doute connu. Je ne connais pas. Cauchemar. Apparemment, moi, c'était au 50e. Moi, je l'ai connu. C'était dans le métro. J'ai pas réussi à sortir. Et ce fameux mur, en fait, il est provoqué par ces réserves de glycogène qui arrivent à 0. Et quand le corps n'a plus de glycogène, donc là aussi, pour rappel, ils sont contenus dans les muscles et dans le foie. Donc il y a un moment, il y a plus de réserve. Pour le coup, c'est différent du phénomène de crampe. C'est différent du phénomène de crampe, c'est plus le fait de plus d'avoir d'énergie en fait pour y aller, et il y a une fatigue générale qui s'installe, on a juste envie d'arrêter quoi. Et à partir de ce moment-là, donc le corps va
toujours puiser de l'énergie, mais il va commencer à puiser de l'énergie dans les lipides, donc dans les graisses. Donc il va faire un mélange un peu chelou entre les glucides, parce qu'il reste toujours un peu, et les lipides. Et c'est pour ça que, pour compléter aussi la partie d'entraînement dont on parlait juste avant, il y a aussi pas mal, on parle aussi d'entraînement à jeun. C'est justement le faire sans glycogène et habituer son corps aussi à s'entraîner et à taper dans les lipides pour repousser aussi ce mur et y arriver le plus loin possible, ou en tout cas habituer son corps à puiser plutôt dans les lipides que dans les glucides. C'est ce que j'aimais pas, ça. Ouais, et c'est pas évident. Quand on courait le matin, quand on débute. Bon, par contre, on fait pas une séance de fractionné à jeun. Oui, non. Oui, c'est normal, mais... Donc il y a ça, et puis bien sûr, en effet, comme vous en parliez juste avant aussi, pour reconstruire ces réserves, en tout cas de glycogène, on peut justement bien sûr prendre des gels, prendre aussi pendant la course, avoir du sucre là aussi pour reconstruire ces réserves-là, et avoir du carburant quand même pour avancer. Et les gels, les barres, etc. qu'on peut consommer pendant les épreuves, faut les prendre tous les combien dans les grandes lignes? Alors ça va dépendre évidemment des gels avec une teneur en sucre qui peut être un petit peu différente, mais ouais, et de la résistance qu'on a aussi à prendre beaucoup de sucre et à se faire mal à l'estomac. Enfin, ouais, c'est ça. C'est plus. Je t'avoue que j'ai pas regardé la teneur en sucre de chaque gel en me disant de manière scientifique. Mais c'est quoi? C'est, on va dire, un gel par, je sais pas, toutes les 45-50 minutes, quelque chose comme ça? Normalement, ils conseillent, je sais plus, c'est même 30-45 minutes, je crois. 45 minutes, c'est une bonne idée. Après, tu peux en prendre un peu plus fréquemment si t'es fatigué ou pas. Les barres, sur la partie running, c'est pas vraiment facile parce que c'est difficile à prendre sur le running. Côté digestion, c'est pas terrible. Et sur la partie ça se fait, mais... hydratation, tout ce qu'on peut mettre, tout ce qui est les produits un peu solubles à mettre dans ces bidons, que ce soit sur le vélo ou pour le running. Et même justement, l'hydratation, elle est hyper importante quand on vient de prendre un gel. Souvent on a la bouche pâteuse, en plus c'est hyper sucré, etc. Et comme je le disais aussi juste avant, c'est important toujours de le boire avec de l'eau pour que là aussi ce soit beaucoup mieux assimilé par le corps. Donc ne pas hésiter non plus, quand on prend un gel, à prendre quelques gorgées de cette solution flotte, les boissons isotoniques qui permettent de mieux assimiler finalement. Qu'au bout d'un moment, le corps n'arrive plus à assimiler l'eau, et effectivement ces boissons vont nous permettre de mieux assimiler, donc c'est quand même plutôt une bonne chose. De plus stocker l'eau finalement, d'en avoir plus à disposition pour les muscles, le corps, etc. Exactement. De mieux s'en sortir finalement. Et on se rend souvent pas bien compte de l'eau qu'on perd. Et pour ça, c'est pas mal de faire le petit exercice de se peser avant et après une sortie. Et en fait, on perd essentiellement de l'eau. Et on a beau boire des fois 2-3 bidons, surtout si là vous avez poncé les home trainers, on se rend pas toujours compte, et on a beau boire 3 litres d'eau, puis en fait on se rend compte qu'on a perdu 4 kilos sur la sortie, et c'est que... et puis même si tu bois 4 litres, finalement, c'est pas 4 litres que tu vas pouvoir assimiler correctement pour venir nourrir à nouveau ton corps avec suffisamment d'éléments. Après, juste un dernier élément qui est assez intéressant, je trouve, sur l'alimentation justement pendant la course à pied, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un effort, en effet, le corps se concentre plutôt pour alimenter les muscles et beaucoup moins l'estomac ou le tube digestif, et c'est pareil pour le sang. Normalement, pour une digestion normale, on est plutôt sur un flux sanguin assez fort et qui va être vachement limité quand on est justement en course à pied ou dans l'effort. C'est pour ça que c'est plus facile d'assimiler du liquide quand on court que des barres, par exemple sur le vélo, ou qu'on est un peu plus assis et quand l'estomac est un peu plus au repos. Et c'est aussi pour ça qu'on a moins la sensation de faim aussi quand on arrête de courir. Voilà, normalement quand on arrête de courir, on n'a pas faim tout de suite, contrairement par exemple à la natation ou même au vélo. Et c'est parce que le corps justement, le temps que le sang irrigue vraiment toutes les parties du corps, c'est un peu plus tardif justement à venir la sensation de faim. Et du coup, vaste sujet malgré tout, mais est-ce que pour toi, t'es pas expert, c'est pas ton métier, etc., mais ton avis sur le sujet, l'alimentation, l'hydratation, ça a forcément aussi un impact sur le risque de blessure, je suppose? Là, je sais pas, sans doute parce que ça évite des crampes. Finalement, les crampes, ça vient aussi avec la réserve de sels minéraux qui peut être compensé par du gel hydro, des solutions hydro aussi, d'hydratation, etc. Les pastilles que tu mets dans l'eau, les fameuses pastilles qui apportent du sel, etc. Donc oui, forcément, il y a clairement un impact
sur les blessures, mais malgré tout, je pense que les blessures, pour les éviter, c'est surtout aussi du travail sur ce qu'on disait avant, hein, sur les foulées, sur la course à pied, sur la montée en charge, les semelles. Ouais. Et puis c'est l'alimentation, mais en dehors de l'épreuve, enfin aussi. Ouais, et c'est l'alimentation au quotidien. Au quotidien surtout, 5 fruits et légumes par jour, 1,5 litre d'eau par jour minimum. Tout à fait. Et je pense qu'on est sur les conseils santé du gouvernement. Et les gestes barrières. Les gestes barrières. On a parlé beaucoup de gel, d'alimentation pendant l'épreuve industrielle. Après, il peut y aussi avoir d'autres alternatives. Des fruits secs. Peut-être qu'on fera. Ouais, des fruits secs, les pâtes de fruits, les oranges. C'est tellement une bonne invention. J'adore les oranges génial. Pendant l'épreuve sur le run. Moi, salvateur. Ça a le mérite de rafraîchir. Ça rafraîchit, c'est trop bien. C'est vrai, mais c'est aussi, tu vois, un truc intéressant, c'est qu'au final, l'alimentation, chacun a son. Il faut tester. En fait, faut tester. Il faut tester. Il y a qu'une règle, c'est tester. Il y a des gels. Au bout d'un moment, tu peux manger 2 gels sucrés. Le troisième, il va pas passer. Ou les oranges, tu vois, ça passe pas. Enfin, il y a énormément de situations différentes. Ça me rappelle une anecdote rapide à Zurich sur l'Alpha Iron. Quand Mélène, il a fait oublier ses barres. On avait tous des Clift. On avait commandé des Clift. Et il y en avait une que tous les trois on n'aimait pas du tout. À l'entraînement, on l'a trouvé dégueulasse. Ouais. Et il avait oublié ses barres, et avec Geoffroy, on lui a gentiment donné chacun de la barre pourrie. Bah ouais, la plus dégueulasse. T'as oublié après tout cette. On s'est gardé les bonnes. Non, mais c'était le jeu. Hein. J'étais pénalisé. En même temps, on t'a donné à bouffer. Hein. On aurait pu. Tu l'aurais fait à sec, tu l'aurais pas fini. Non, mais c'est un bon point. C'est en effet toujours tester son alimentation du jour de course en entraînement aussi pour être bien sûr que on l'assimile bien et que on est pas mal à l'estomac et ne pas oublier du coup ses barres à la maison avant l'épreuve. Ça c'est pas mal aussi. C'est une bonne idée. Une fois qu'on sait tout ça, qu'on a correctement choisi son épreuve parce que par rapport à son agenda, on a choisi la bonne distance, qu'on avait le bon plan d'entraînement, qu'on a su calculer sa VMA, qu'on a acheté les bonnes paires de chaussures avec sa ceinture cardio, qu'on a acheté les bons gels, qu'on les a mangés au bon moment et qu'on s'est hydraté correctement, bah le reste c'est mental quoi, finalement. Le reste c'est du plaisir. C'est du plaisir, c'est dans la tête. C'est dans la tête. Non mais c'est vrai, mine de rien, c'est la dernière épreuve d'un triathlon, tout comme une longue distance sur le running. Ça joue aussi beaucoup au mental. La préparation permet d'accéder à un niveau d'effort, passer, je sais pas, 35 km de running, clairement, c'est pas que dans les jambes, c'est aussi un peu dans la tête. D'autant plus quand c'est à l'issue d'une épreuve comme un triathlon, un Iron longue distance, etc. Donc c'est aussi quelque chose, éventuellement, on va pas l'aborder aujourd'hui parce que c'est très très spécifique, mais la préparation mentale, on a parlé rapidement tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut éventuellement travailler parce que c'est la dernière épreuve. On est déjà à plus de 10 heures d'épreuve sur un Ironman longue distance, etc. Et clairement, c'est au-delà des ressources purement physiologiques. Donc c'est aussi des choses sur lesquelles forcément ça joue. Après, t'as parlé d'un Iron, ça joue énormément. Plus l'épreuve est longue en distance, plus ça joue, je pense. Mon expérience sur le marathon l'an dernier, je pense que j'ai souffert beaucoup trop tôt et faire 17 bornes au mental, faut s'accrocher quoi. Mais c'est bien de l'avoir vécu au moins une fois et de savoir que ça peut être dur et de se dire que t'es quand même capable de finir. Et t'es quand même arrivé quoi. Enfin, tu vois, c'est chacun mieux quand ça arrive au 35e que c'est sûr, 23, c'est sûr. Mais et ça, cet effort mental, c'est chacun en fonction de ses capacités. Je veux dire, c'est autant le pro qui va chercher un temps, qui va se brûler à la fin sur une épreuve de course et il va être au mental, que l'amateur qui fait son premier triathlon et qui va au mental. Enfin, je veux dire, c'est pour tous les triathlètes de tous les niveaux, il y a cet aspect psychologique qui est important. Et faut pas négliger sur l'aspect psychologique, et on terminera là-dessus, c'est aussi le jour de l'épreuve, même si l'entraînement est très dur, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a souvent beaucoup de monde sur les bas-côtés et c'est très motivant. Enfin, les gens qui font de la musique, les proches qui peuvent venir te voir, etc., plusieurs fois sur un parcours, etc. Et au final, t'as toujours un petit peu envie de montrer que t'es toujours présent et que tu vas réussir le truc. Donc c'est vrai que c'est des choses. Ça, c'est la troisième énergie, on en a pas parlé. Ouais. On a parlé Jojit, on n'a pas parlé cette énergie. Tu vois. Non, mais c'est vrai que ça compte beaucoup. Le jour J, il y a une force, entre guillemets, qui est un petit peu démultipliée. Tu vas souvent plus vite, tu te permets de faire des efforts un petit peu plus conséquents parce que t'as fait toute ta prépa aussi pour ça. Et dans l'aspect mental, quand t'as passé 3, 6 mois, 9 mois à préparer ton épreuve et que c'est le jour J, faut faire plaisir aux fans, faut régaler le public. C'est ça, aux auditeurs du PPTC pour acheter les belles photos avec les belles médailles. Un dernier mot à ajouter, messieurs ?
Merci. Plaisir de tout aborder. Ça fait plaisir d'être déconfiné. Ça fait plaisir de vous voir, hein, franchement. Ouais. Vous avez C'est quand même plus sympa en vrai. Ouais. On a tenté à distance, mais bon, c'était pas top. On en a fait un, mais on en a fait un. Ouais, merci messieurs. On va bientôt sortir rouler. Hein. Merci messieurs pour cet épisode à nouveau. Merci à tous. On se retrouve très prochainement et on n'oublie pas que l'important c'est le club. C'est le club, bien sûr. Merci à tous. Bisous. Merci. Ah, j'en ai marre d'entraîner des cons, sans déconner, je te jure.